Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Au sommaire de ce journal, au Gabon, les partis politiques de l'opposition se déchirent sur la participation ou non au dialogue national souhaité par le président Ali Bongo Ondimba au lendemain d'une présidentielle marquée par des contestations et des violences post-électorales. Nous verrons au Sénégal, le pays lutte contre le déboisement, notamment celui des mangroves, alors que cette végétation particulière subit des dommages en lien avec la quête de l'énergie ou l'exploitation des ressources naturelles. Et puis le Parlement européen a choisi ce jeudi d'attribuer son prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit à deux femmes yézidis d'Irak rescapées du groupe État islamique. Nadia Mourad et Lamia Hadji Bachar sont devenues des figures de la défense de cette communauté après avoir vécu un cauchemar. Voilà pour les titres de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. En ouverture de ce journal en bref, le ministère du Budget et des Comptes publics et celui de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique annoncent dans un communiqué conjoint le paiement effectif des vacations aux agents payés par virement bancaire. Pour les autres agents, les bons de caisse sont disponibles au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique ce vendredi. Et nous poursuivons toujours en bref et en images, cette fois, les populations de Moabi et ses environs dans la province de la Nyanga, dans le sud du Gabon, ont reçu le week-end écoulé la visite de Bruno Ben Moubamba, vice-premier ministre en charge de l'urbanisme qui était en mission dans cette contrée. Il a évoqué la nécessité de résoudre les problèmes d'urbanisation et de développement de cette partie du pays où il a renoué avec le terroir. Le développement de cette information dans nos prochaines sessions d'information avec Gaël Mapessi. L'actualité au Gabon, c'est aussi le ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la culture et des arts, Alain-Claude Bilibizé, a donc échangé ce jeudi avec le représentant résident de l'UNESCO, Vincenzo Fazino, en toile de fond de cette rencontre, la reprise du partenariat entre le Gabon et l'UNESCO. Ludmila Tuntum. La coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et le Gabon par le biais du ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts ne souffre d'aucune zone d'ombre. Pour preuve, la séance de travail qui s'est tenue ce jeudi à Libreville entre le représentant résident de l'UNESCO et le ministre d'État en charge de l'économie numérique. Nous avons fait le point sur nos engagements s'agissant de l'économie numérique, avec notamment des projets importants comme l'e-éducation. Nous avons également fait le point sur le département communication, avec des formations que nous avons apportées aux journalistes. Nous avons aussi évalué le niveau d'avancement des autres programmes s'agissant de la communication, notamment comment la communication va accompagner le développement de la culture. Au Gabon, 70% des activités du dit ministère sont en rapport avec l'UNESCO. Ces actions touchent plusieurs domaines de compétences qui doivent se traduire à travers des actes. Pour l'UNESCO, cette rencontre est particulièrement importante car ce ministère réunit des domaines de compétences très vastes. Tout ce qui touche à l'économie numérique, à la communication, tout ce qui touche aux arts et la culture est au cœur des responsabilités du mandat de l'UNESCO. Signalons que des projets sont en cours pour les 6 prochains mois en rapport avec les technologies de l'information et de la communication au Gabon. La collaboration entre nations afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Telle est la mission de l'UNESCO qui s'est entretenue ce jeudi matin, dis-je bien, avec le ministre d'État en charge de l'économie numérique. Le reportage de Svetlana Gladys Maganga. La mission de l'UNESCO est de contribuer à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. C'est au sortir d'une réunion avec le ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts du Gabon que le représentant de l'UNESCO au Gabon est venu renouveler le partenariat avec l'État gabonais. À ce qui concerne le patrimoine mondial, c'est la valorisation du site de la Lopé,
qui est le seul site, mais qui est très peu connu. Je pense que même à l'intérieur du Gabon, il y a très peu de Gabonais qui sont allés à la Lopé. Personnellement, je suis allé l'année dernière pour Noël et j'ai vu qu'en fait, les visiteurs, c'est essentiellement des étrangers. Donc, comprenez comment on peut valoriser un patrimoine sans impliquer je dirais le public national, les familles, les écoles, qui puissent aller passer des séjours scolaires à la Lopé. L'UNESCO s'emploie à créer des conditions d'un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous. C'est par ce dialogue que le monde peut parvenir à des conceptions globales du développement durable intégrant le respect des droits de l'homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté. Signature d'une convention de politique culturelle ce jeudi entre l'Hôtel de Ville de Libreville et la Fondation Raponda Walker. Les deux institutions partagent les mêmes valeurs sur l'engagement social, l'accompagnement des populations gabonaises. En témoigne ce reportage de Ludmila Ntuntum sur les images de Berson Saga. Signature d'une convention de partenariat à l'Hôtel de Ville de Libreville entre la Fondation Raponda Walker, représentée par son président, le professeur Guy Rosatanga Rignolt, et l'édile de la commune de Libreville, Rose-Christiane Osuka Raponda. Un accord cadre dont les missions s'articulent autour de l'intérêt général dans le développement socio-culturel des Gabonais. Ce programme vise à mettre en œuvre des projets communs pour permettre le déploiement des valeurs culturelles nationales. Je voudrais remercier ici Madame le maire et le conseil municipal de la ville de Libreville qui ont compris l'intérêt qu'il y avait pour une commune de cette taille, de cette importance, à disposer d'une véritable politique culturelle qui permette de faire lien, qui permette de faire en sorte que les concitoyens se sentent appartenir à une communauté. Et la communautarisation d'un groupe ne se passe fondamentalement qu'à partir de la culture. Et c'est donc un peu l'objet essentiel de cette convention que nous avons signée aujourd'hui avec la ville de Libreville pour que la Fondation Raponda Walker pour la science et la culture puisse accompagner la ville de Libreville dans l'élaboration et l'exécution de sa politique culturelle. La politique culturelle attendue dans quelques temps est un projet stimulant et inspirant qui passe par la participation citoyenne. La nouvelle politique s'appuiera sur des acquis tout en tenant compte des nouvelles réalités dont l'évolution des pratiques culturelles au Gabon, la mondialisation, les changements démographiques, la diversité culturelle et le développement des technologies. Depuis l'annonce au Gabon d'un dialogue politique par le président de la République Ali Bongo Ondimba, les partis de l'opposition gabonaise connaissent des fissures autour de la question de la participation ou non à ce dialogue, d'où la proposition de certains leaders de l'organisation d'un congrès de clarification dans chaque parti. Lariska Lormamengi. Plusieurs partis de l'opposition gabonaise nagent en eau trouble actuellement. Pour cause, la question de la participation ou non au dialogue politique demandé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Lorsqu'on n'a pas fait remonter les causes primaires de ce malaise-là, nous ne pouvons pas nous parler. Ça, c'est Moussa Boukine. Mais je vous dis, je suis dans un parti et mon parti est divisé. Nous étions là en train de faire une réunion. Il est divisé. Il y en a qui veulent et il y en a qui ne veulent pas. Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est tous les partis comme ça. Et donc, ce malaise-là, il faut trouver autre chose. Moi, je ne suis pas comme ceux qui disent oui, il faut l'Union européenne comme médiateur, il faut l'Union africaine comme médiateur. Ils peuvent être 1000 unions. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à créer les fondements d'une confiance, ça n'ira jamais. Comme après chaque élection présidentielle, les partis politiques de façon générale sont très souvent renforcés ou fragilisés au rythme des événements. Pour le cas d'espèce, les égos et intérêts personnels semblent prendre le dessus sur la réalité, celle d'une élection passée, d'un président élu qui a besoin de toutes les forces vives de la nation pour développer le Gabon. Et justement, le président du Parti socialiste gabonais s'est prononcé ce jeudi au cours d'un entretien accordé à Gabon 24 sur la question du dialogue politique qui, selon lui, n'est pas forcément la solution pour amener la confiance entre le pouvoir et les formations politiques de l'opposition. Retrouvons Lariska Lormamengi. L'apaisement du climat politique au Gabon ne passe pas forcément par un dialogue, au dire du président du Parti socialiste gabonais.
Pour Augustin Moussavou King, tout est question de confiance qui, elle, se gagne. J'ai déjà assisté à la conférence nationale. Lorsque les décisions sont bonnes, on dit que ce sont des recommandations. J'ai assisté aux accords de Rambourg. Je dis même que le dossier de Sénap, c'était le dossier du Parti socialiste que j'ai défendu. Mais nous sommes là en train de patauger dans le néant parce que nous ne respectons pas nos propres institutions, parce que nous ne respectons pas nos propres lois. Ça sert à quoi d'aller là-bas? Pour faire quoi? Moi, je trouve, en tant que Moussavou King, c'est inutile. Mais maintenant, je suis président d'un parti. Je suggère alors que l'État finance, par exemple, les congrès, de sorte que les partis se prononcent et que, à l'arrivée, on constate du bien fondé d'un dialogue ou pas. Et si ce n'est pas possible, qu'on annule le dialogue. Il y a d'autres mécanismes pour pouvoir manager un pays, pas forcément par le dialogue. Environnement, avant de refermer la page du Gabon, le changement de saison au Gabon a un impact non négligeable sur l'hydrographie du pays. L'observation faite par l'ONG de Nature Conservancy signale une baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques. En témoigne ce regard de Linda Gaël Maganga, Jospin Bombadianga. Une observation faite par l'organisation non gouvernementale Conservation de la Nature, TNC, révèle une baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques. Le niveau de l'eau au niveau du barrage de Tchimbélé est très bas en ce moment. C'est un phénomène qui est régulier à cette époque de l'année. À la fin de la saison sèche, la saison de juillet, août, septembre, en général, on voit le niveau de l'eau qui descend beaucoup. Et en fonction du niveau de l'eau, il y a des moments, des niveaux critiques sur lesquels les barrages doivent arrêter opération pour assurer de ne pas mettre en risque le matériel et l'équipement qui doivent servir encore pendant des années. Les barrages de Kingélé et de Tchimbélé sont particulièrement touchés par le phénomène analysé à une période précise de l'année. Et cela affecte le fonctionnement des installations qui permettent la fourniture en électricité. Très particulièrement, en ce moment, on est engagé sur un projet en collaboration avec le ministère de l'Environnement et avec la SEG pour voir comment les activités qui se mènent dans le bassin de l'Ambé, le bassin de la rivière B où se trouvent les deux barrages hydroélectriques, le barrage de Kingélé et le barrage de Tchimbélé, qui fournissent 60% de l'énergie qu'on consomme à Libreville, assurer que ces barrages se maintiennent avec une bonne productivité du point de vue de ce que les écosystèmes aident à protéger à niveau du bassin. En plus d'endommager les installations, la baisse du volume de l'eau au niveau des barrages hydroélectriques peut entraîner un stockage de sédiments également néfaste pour la production de l'eau et de l'électricité. Notre mission est de protéger les terres et les eaux pour le bien de l'être humain et de la nature en général. Et notre rôle au Gabon est de venir, on est ici pour contribuer aux efforts que mènent le gouvernement, l'administration et la société civile pour une conservation et une bonne gestion des ressources d'eau douce. La perte du couvert forestier pourrait accélérer le phénomène observé, tout comme les anomalies climatiques qui se traduisent par un bouleversement des saisons au Gabon. Si une attitude de protection globale de l'environnement n'est pas adoptée. Ouvrons à présent la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord, la cascade de retrait des pays africains de la Cour pénale internationale, CPI, redoutée par les autres États membres, s'est concrétisée ce mercredi avec l'annonce du départ de la Gambie après le Burundi et l'Afrique du Sud. Marina Mendeman s'en fait l'écho. La Gambie a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale par la voix de son ministre de l'Information, Sheriff Bojang, mardi 25 octobre dernier. En écho aux critiques régulièrement entendues sur le continent, le ministre a accusé la CPI d'institution de persécution envers les pays africains, en particulier leurs dirigeants. The government of the Islamic Republic of the Gambia Le gouvernement de la République islamique de Gambie annonce au monde le retrait de son adhésion à la Cour pénale internationale, la CPI. Cette cour caucasienne tristement célèbre pour la persécution des Africains et surtout de leurs dirigeants a montré ses vraies couleurs
quand elle a déclaré immédiatement, après que le Royaume-Uni a publié son rapport d'enquête sur la guerre en Irak, en accusant l'ancien Premier ministre Tony Blair d'avoir commis des crimes de guerre, qu'elle ne mettrait pas en accusation Tony Blair pour ces crimes de guerre. Malgré son discours souvent vindicatif envers l'Occident et les organisations internationales qui l'accusent de violation des droits de l'homme, un retrait de la Gambie apparaissait jusqu'alors improbable. La Gambie est ainsi le premier pays d'Afrique de l'Ouest à exprimer l'intention de quitter la CPI. Ce retrait de la CPI a été décidé après que la Gambie a tenté en vain d'amener cette institution judiciaire à poursuivre les pays européens pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée. Cap sur le Tchad, où un projet portant sur la fédération du pays verra bientôt le jour. Défendu depuis plusieurs années par un groupe de partis politiques, il prévoit des réformes dans plusieurs secteurs. En témoigne ce récit de Mirandangé. Un décret a été rendu possible ce mardi par le Haut Comité chargé des réformes institutionnelles du Tchad. Il a comme objectif de conduire toute réforme touchant aux institutions de la République. Plusieurs transformations sont envisagées, dont le principe de limitation du nombre des mandats présidentiels, mais aussi l'administration publique pour la rendre plus performante. Aussi, elles concerneront la justice en finalisant le processus d'adoption des projets du Code de procédure pénale et civile. Le HCRI se penchera aussi sur les moyens logistiques adéquats en faveur des magistrats et à leurs auxiliaires afin de leur permettre d'effectuer des investigations plus efficaces. Cette annonce est la concrétisation des promesses de campagne faites par Idriss Déby Itno, actuel président du Tchad et candidat lors de la présidentielle d'avril dernier, qui avait promis de changer la forme de l'État en optant pour la fédération. Le projet de fédération du Tchad est défendu depuis plusieurs années par un groupe de partis politiques avec à sa tête l'opposant Yorongar, qui avait même proposé son expertise à conduire cette réforme. Au Soudan du Sud, un total de 145 enfants soldats ont été libérés ce mercredi par deux groupes armés à Pibor, État du Jonglei. Nous sommes là dans l'est du Sud-Soudan. Les 145 enfants ont été désarmés puis ont reçu des vêtements civils avant de subir des examens médicaux et d'être inscrits dans un programme de réhabilitation. Katia Sandon. 145 enfants soldats ont été libérés mercredi par le principal groupe rebelle de l'ancien vice-président Riek Machar et par la fraction Cobra, un ancien mouvement rebelle. La fraction Cobra avait signé un accord de paix avec le gouvernement en 2014. Certains de ces combattants ont annoncé faire une défaction en septembre dernier. Mais les enfants ont été libérés par l'aile restée loyale au gouvernement. La prochaine étape, c'est de chercher leur famille, où sont leurs familles, et de les ramener à leur famille. Où nous sommes maintenant à Pibor, ils auront une formation psychosociale. C'est un centre de soins temporaire où ils recevront un soutien psychosocial parce qu'ils ont été dans l'armée pendant longtemps et ils doivent être capables de se lier à nouveau aux gens et de retourner dans leur famille. The importance of this program is actually to make the army to become a professional army. L'importance de ce programme est de faire de l'armée une armée de profession. Une armée qui utilise des enfants n'est pas reconnue dans le monde et ne peut pas contribuer au casque bleu de l'ONU. Nous suivons également nos propres lois, celle de 2008 sur l'enfance, la directive du SPLA de 2009 et les règles et régulations du SPLA. Et il est clairement indiqué dans la loi sur l'enfance qu'un enfant est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Au cours des mois à venir, ils recevront un soutien psychologique et seront placés dans un centre spécialisé jusqu'à ce que leur famille puisse être retrouvée. Une fois réunis au sein de leur famille, ils recevront une aide humanitaire de 3 mois et du bétail qui leur permettra de fournir un complément aux revenus du foyer familial. Partons pour le Sénégal, où des troncs de palétuviers desséchés gisent sur la berge du fleuve près de Joal, dans l'ouest du pays. Sur place, les habitants luttent pied à pied contre la disparition de la mangrove et de l'incroyable richesse biologique qu'elle abrite. Le récit de Marina Mendeman.
La mangrove, une végétation se développant dans l'eau douce ou salée, constitue l'un des écosystèmes les plus riches au monde, à la fois zone de reproduction, refuge et vivier pour de très nombreuses espèces. Sa dégradation est l'une des causes de la chute des populations de vertébrés, selon le rapport bisannuel Planète Vivante, publié jeudi par le Fonds mondial de la nature. La mangrove joue un rôle de dortoir pour certains oiseaux. Sans la mangrove, on n'a pas d'arche. Sans la mangrove, on n'a pas d'huîtres. Sans la mangrove, on n'a pas des carpes. Sans la mangrove, il y a beaucoup d'espèces de crabes, comme les crabes violonistes, qui vont disparaître. Et sans la mangrove, il y a beaucoup de poissons aussi qui vont disparaître par rapport à la mangrove. Donc la mangrove est très important par rapport à la pêche, par rapport aux espèces, par rapport aux animaux. Il y a beaucoup d'animaux, les singes, les hyènes, ils vivent dans la mangrove. D'après un spécialiste écologiste, le Sénégal a perdu 40% de ses superficies de mangroves depuis les années 1970. Cette érosion résulte d'une multitude de facteurs selon les spécialistes. Changement climatique, coupe abusive pour le bois de chauffe ou de construction, récolte d'huîtres et d'arches, sécheresse, salinisation, travaux publics. Mais la disparition de la mangrove n'est pas une fatalité et les efforts pour la conjurer en valent la peine. Refermons cette page Afrique au Nigeria. 5 designers ont présenté leur collection grande taille lors de l'ouverture de la Fashion Design Week de Lagos ce mercredi soir dans le but de célébrer les femmes rondes. Le récit de Larissa Matsumo. Les femmes rondes étaient à l'honneur des défilés mercredi à Lagos au Nigeria. Au rythme de standard, le hip-hop nigérian, des jeunes femmes rondes en passant par des hommes, vogue entre les époques et les styles. Des coupes géométriques, version prêt-à-porter, déclinées en noir-blanc, mélange de soie. Ces mannequins donnent aux vêtements une allure résolument classieuse trash et font sensation avec leur rondeur africaine, ultra féminine. Ici, c'est le principe d'acceptation de soi qui est mis en évidence. Le mouvement des rondes est comme un encouragement pour dire aux femmes que vous êtes belles. Vous avez de belles formes et les gens doivent vous accepter ainsi. Nous aimons la mode, j'adore la mode. Des millions de personnes me ressemblent et sont aussi amoureux de la mode. Les gens pensent que nous ne sommes pas censés aimer la mode, mais ce n'est pas vrai. La mode exprime ce que nous sommes, ce que tu aimes et ce que tu crois. La Fashion Design Week de Lagos a été marquée par l'apparition des mannequins rondes sur les podiums des défilés de haute couture. Ces défilés ont mis sur scène les rondeurs africaines habituellement cachées. Rondes, black ou métisses, ce sont ici des femmes bien dans leur corps qui ont défilé, vêtues de tenues classiques et modernes. Il est temps de prendre en compte la beauté de toutes les femmes et de savoir les habiller. D'ailleurs, de nombreuses boutiques ont ouvert leurs portes dans ce principe, habiller toutes les morphologies et valoriser les plus beaux atouts de chaque femme. Pas en reste dans cette grande session. L'actualité hors du continent. Tout d'abord en France, le Parlement européen a décerné ce jeudi son prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit à 2 femmes yézidis d'Irak, rescapées du groupe État islamique, dont il a salué le courage et la dignité. Sybille Mengue s'en fait l'écho. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix Sakharov 2016 est attribué à Nadia Mourad et Lamia Hadj Bachar par décision de la conférence des présidents. Nadia Mourad et Lamia Hadj Bachar sont devenues des figures de la défense de la communauté yézidi, minorité kurdophone, persécutée par les djihadistes après avoir vécu un cauchemar comme de nombreuses jeunes filles enlevées et forcées à l'esclavage sexuel par l'État islamique. Elles ont une histoire douloureuse, tragique, mais elles avaient le sentiment de devoir survivre pour porter témoignage, a souligné le président du Parlement européen, Martin Schulz, en séance plénière à Strasbourg. L'attribution du prix Sakharov à ces 2 femmes montre que leur combat n'a pas été vain. Nadia Mourad et Lamia Hadj Bachar partagent une histoire douloureuse, tragique. Elles avaient le sentiment de devoir survivre pour porter témoignage de la cruauté du groupe État islamique, la peur, leurs familles tuées devant leurs yeux, alors que toutes 2 ont été forcées à l'esclavage sexuel et humiliées. Nadia Mourad, nommée mi-septembre ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains, milite justement pour que les persécutions commises en 2014 contre les yézidis soient considérées comme un génocide. Selon les experts de l'ONU, environ 3200 yézidis sont actuellement entre les mains de l'État islamique, la majorité en Syrie.
L'Inde a annoncé ce jeudi l'expulsion d'un employé de l'ambassade du Pakistan à New Delhi pour espionnage. En période de vive tension, les deux frères ennemis voisins autour de la région contestée du Cachemire. Le récit de Mirandangé. Mahmoud Akhtar, pakistanais, employé du service des visas de l'ambassade pakistanaise, a été interpellé ce mercredi au zoo de New Delhi avec 2 complices présumés. Il serait soupçonné d'acheter des documents à des Indiens contre rémunération pour le compte d'une puissante agence de renseignement militaire pakistanaise. À l'issue de rapports au cours des 6 derniers mois liés à l'espionnage d'installations vitales de l'armée et des forces paramilitaires, M. Mahmoud Akhtar a été interpellé par la police de Delhi hier avant midi, en train d'accepter des documents sensibles en lien avec la sécurité nationale indienne des mains de 2 personnes. Interrogé puis relâché en raison de son statut diplomatique, Akhtar s'est vu signifier une injonction de quitter le territoire. L'ambassade pakistanaise doit garantir qu'aucun de ses membres ne se livre à des activités inamicales envers l'Inde ou se conduisent de façon incompatible avec leur statut diplomatique. Donc je présume qu'une enquête plus poussée sera menée, mais nous avons définitivement affaire à un réseau d'espionnage et la tête de ce réseau a été sommée de rentrer au Pakistan dans les 48 heures. Muté à l'ambassade en Inde il y a 2 ans et demi, il a été délibérément affecté au département des visas pour pouvoir y recruter des Indiens ordinaires visitant l'ambassade. En Italie, 2 secousses de magnitude 5,5 puis 6,1 ont touché le centre de l'Italie ce mercredi, faisant quelques dizaines de blessés légers selon un bilan provisoire, 2 mois seulement après un tremblement de terre qui avait tué près de 300 personnes dans la même région. Le récit de Linda Gaël Maganga. Les puissantes secousses enregistrées mercredi soir sur le centre de l'Italie n'étaient pas des répliques du séisme meurtrier d'août, mais plutôt l'un de ces doublés qui ont régulièrement frappé la région, explique un expert de l'Institut de géologie environnementale et géo-ingénierie du Conseil national de la recherche, Mario Tossi. Dans la région, les séismes vont très souvent par 2 et il arrive même, comme cela a été le cas mercredi soir, que le second soit plus fort du premier. Ce qui s'est produit mercredi est d'ailleurs typique des séismes dans cette région d'Italie avec ce que l'on appelle le doublé du centre des Apennins, a poursuivi l'expert. Ainsi, en 1997, 4 techniciens avaient été tués lors d'une seconde secousse alors qu'ils inspectaient la basilique Saint-François au lendemain du séisme ayant frappé Assise. Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et celle africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie voit une grande partie du territoire sujet à un risque sismique élevé. Selon le quotidien La Stampa, les villes de Rimini en Italie et de Pula en Croatie, aujourd'hui séparées par toute la largeur de la mer Adriatique, ne formeront plus qu'une dans 20 millions d'années. Et tout au long de cette lente dérive, la terre tremble, souvent par petites touches, parfois violemment. L'Italie a eu ainsi à déplorer un total de près de 300 morts lors du séisme du 24 août, plus de 300 morts en 2009 à L'Aquila, mais aussi plus de 3000 dans la région de Naples en 1980 et jusqu'à 95 000 dans un séisme suivi d'un raz-de-marée en 1908 autour du détroit de Messine. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, les partis politiques de l'opposition se déchirent sur la participation ou non au dialogue national souhaité par le président Ali Bongo Ondimba au lendemain d'une présidentielle marquée par des contestations et des violences post-électorales. Nous l'avons vu dans ce journal au Sénégal, le pays lutte contre le déboisement, notamment celui des mangroves, alors que cette végétation particulière subit des dommages en lien avec la quête de l'énergie ou de l'exploitation des ressources naturelles. Et puis, le Parlement européen a choisi ce jeudi d'attribuer son prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit à 2 femmes yézidis d'Irak, rescapées du groupe État islamique. Nadia Mourad et Lamia Hadji Bachar sont devenues des figures de la défense de cette communauté après avoir vécu un véritable cauchemar. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui met un terme à cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.